je me présente rapidement. Je suis Zulkifiro Barizi. Je suis ingénieur en informatique et je suis, je fais dans le développement Flutter et ben voilà, disons toutes les plateformes avec Flutter. Avec moi aujourd'hui, vous aurez, enfin, nous allons échanger sur Flutter et AI, voir un peu les possibilités qui s'offrent à nous pour améliorer notre productivité et tout. Donc, voilà ce que nous allons faire ensemble. Donc, de façon professionnelle, je suis administrateur des services numériques à l'école des métiers du numérique à Cotonou. Donc voilà, c'est bon lui. Alors, lui, on passe au suivant. Très bien, merci. Donc, de façon concrète, il s'agira d'abord hein, d'une présentation globale de Flutter. Zahra qui était passé avait un peu parlé de Flutter. Donc, ce qui est prévu, c'est un peu ça. Ensuite, on va voir un peu au niveau de l'IA. Au niveau de l'IA, il y a quand même un certain nombre de choses que nous entendons, notamment l'IA responsive, l'IA adaptive, l'IA réactive, l'IA générative, tout ça c'est quoi? Nous allons quand même faire un peu un tour pour essayer de cadrer un peu pour comprendre toutes ces catégories d'IA là ou bien toutes ces formes d'IA là, qu'est-ce qui est caché derrière. Ensuite, le cœur même de notre échange, notamment Flutter et puis Gemini, les prédécesseurs, certains ont un peu abordé également certains points concernant Gemini avec Flutter. Nous allons également aborder un petit peu ces quelques éléments. Et à la suite, nous allons nous partager quelques outils, quelques packages SDK qui existent déjà, qu'on peut intégrer dans une application Flutter pour gagner en temps, pour gagner en productivité et également aller très vite. Donc, voilà ce qui est prévu très rapidement. Oui, c'est bon, on va passer. Merci beaucoup. Voilà, tu m'assistes très bien, hein, Louis. Merci. Alors, donc, pour parler de présentation globale de Flutter, Flutter, comme vous le savez, enfin pour d'autres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un SDK, OK, open source, bien entendu, maintenu par Google et qui permet à la base, hein, de créer des applications mobiles Android et iOS avec les mêmes codes sources. Donc, qui, au fil du temps, a connu une évolution et aujourd'hui fait dans du web et puis également dans du desktop, que ce soit Windows, Linux, macOS et tout ce qui va avec. Et je peux vous le dire, pour l'avoir testé, que Flutter est également très intéressant dans tout ce qui est du IoT. Pour avoir fait certaines applications côté IoT, ça marche très bien également et de façon très stable. Donc, Flutter est cet outil-là, si vous voulez, euh, ce framework qui vous offre, hein, grâce au même code source, de pouvoir générer toutes ces applications et pouvoir gagner du temps. D'ailleurs, la base même de Flutter, c'est le gain du temps, puisque avec ce même code source-là, vous avez la possibilité d'avoir votre application sur toutes ces différentes plateformes. Et donc, Louis, on continue. Merci. Donc, après ces différents éléments, bien entendu, hein, c'est déjà ce slide-là qui est passé. C'est bon, tu peux passer au suivant. Donc, ces éléments-là sont purement orientés vers le gain du temps, comme je le disais. Donc, pourquoi l'IA dans la création des applications mobiles? Parce que vous le savez peut-être, hein, la création d'applications mobiles nécessite quand même un certain nombre de temps, un certain nombre de temps, bien entendu, hein, depuis déjà les questions de modélisation et tout, même si c'est des API que vous allez consommer, ça demande quand même un peu de temps
tout ce qui est lié à la préparation des interfaces et tout, et tout ce qui est lié également à l'intégration des API, tout ce qui est lié au contrôle, tout ce qui est lié aux questions de permission, puisque l'application mobile, c'est aussi ça, il faut beaucoup gérer également les questions de permission, d'autorisation avant d'utiliser certains capteurs du téléphone ou bien de la tablette. Donc, à ce moment, il y a un certain nombre quand même de choses que ça vous demande. Bien entendu, hein, je n'oublie pas, je ne mets pas de côté ce que Ezekiel vient de faire, les tests. D'ailleurs, c'est très important d'ailleurs parce que également là, il faut écrire les tests pour s'assurer que comment dire, on puisse suivre la disponibilité, la continuité du service de votre application. Donc, il y a ces questions de tests également qui sont là. Donc, vous imaginez déjà toutes ces choses-là qu'on vient de citer, ça fait déjà beaucoup de choses à écrire en termes de code et puis sur lesquels il faut veiller pour s'assurer quand même que l'application est fonctionnelle et qu'elle reste vraiment disponible tout ce temps-là. Donc, il y a beaucoup de choses déjà que ça nécessite. Donc, l'intervention de l'IA avec les applications mobiles, vous êtes quand même à être beaucoup plus rapide dans ce que vous devez rendre et également à gagner en temps. Le gain de temps revient encore et ça va encore revenir avant la fin. Merci Louis, on va passer au slide suivant. Donc, et à gagner beaucoup plus également en termes de temps. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit qui revient dans ce slide. Donc, les questions de génération automatique de code. Donc, on a des bouts de code qui sont générés, desquels vous pouvez vous inspirer. Je sais sans doute que beaucoup déjà dans ce live-là, pour certains, ils l'utilisent déjà. Donc, pour ceux qui ne l'utilisent pas, quand même, sachez que ces générations de code-là, quand même, vous permettent d'avoir des exemples, OK? Et pour d'autres, ça vous permet de vous donner, ça vous donne de l'inspiration pour que vous puissiez écrire un meilleur code également pour pouvoir garantir la disponibilité de votre service. Un des aspects qui est très important et qui est beaucoup utilisé plutôt également, c'est la question de détection des erreurs. La question de détection des erreurs et de débogage. Parce que vous le savez, en tant que dev, si vous n'aimez pas le débogage, c'est qu'il il faut utiliser votre ordinateur pour autre chose, quoi. C'est-à-dire que, parce que la programmation même, c'est le débogage. Donc, programmer, c'est vraiment débugger. Donc, il y a la question de détection d'erreurs où l'IA peut nous aider. L'IA peut nous aider également à cela et également de débogage. Donc, voilà quand même que c'est quelque chose. Et une chose que j'apprécie beaucoup, c'est les questions de prédiction des besoins. La prédiction des besoins et également l'automatisation des tests. J'avais parlé des tests tantôt et ça revient ici parce que c'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait sans doute, les organisateurs le confirmeront peut-être, c'est pourquoi ça a fait l'objet également d'un d'un thème carrément pour que quelqu'un présente sur ça parce que les questions de test également, c'est quelque chose que, entre nous devs, on sait que c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire en tant que tel. Pourtant, c'est très important. Donc, on peut utiliser également l'IA pour nous aider quand même à automatiser plus ou moins ces questions de test. Par contre, la question de prédiction des besoins, la prédiction, il y a un outil quand même que j'apprécie beaucoup, que j'essaie quand même d'intégrer, c'est associé à Firebase, par exemple, c'est le Firebase Prediction qui, lorsque vous l'intégrez sur votre application mobile, Flutter dans mon cas, ça vous permet, ça vous aide à suivre le comportement de vos utilisateurs, à suivre le comportement des utilisateurs de votre application et à vous envoyer des statistiques momentanées. Bien entendu, Firebase Analytics c'est là, lui, avec Google Analytics, qui vous envoie des statistiques sur votre application, notamment les crashs, les utilisations et les zones d'utilisation et tout. Mais par contre, au niveau de prediction, ce qui est important pour moi, c'est là un aspect que j'ai testé qui, grâce à Firebase Prediction, il peut vous envoyer des statistiques pour vous dire que tel ou tel utilisateur est susceptible de désinstaller votre application la semaine prochaine ou bien le mois prochain pour avoir un peu étudié le comportement
de l'utilisateur. Donc voilà quand même quelques outils d'IA qui sont quand même disponibles qu'on peut utiliser pour véritablement améliorer et prendre les décisions, les bonnes décisions et les meilleures qui s'imposent. Donc, oui, c'est bon, on peut passer au suivant. Donc, j'invite tout le monde, je nous invite tous à, à faire un tour également, à vérifier cela. Je vous l'avais promis et voilà, je tiens ma promesse, le gain de temps revient. Donc, ça nous permet véritablement de gagner du temps. Ça nous permet vraiment véritablement de gagner du temps. Pour ceux qui l'exploitent pas encore beaucoup, je vous invite également à encore une fois aller vers ça. C'est bon, Louis, on va passer au slide suivant. OK. L'IA responsive, l'IA adaptive, l'IA réactive et l'IA générative également et tout ça, tous ces IA-là, déjà, qu'est-ce que ça cache? C'est ce dont nous allons parler. C'est bon. Donc, je vais très vite, je vais très vite, parce que, bon, voilà, quoi, il y a eu quand même un petit décalage au début, j'ai eu quelques soucis de présentation. Donc, je vais très vite pour permettre quand même à l'organisation de gagner afin de pouvoir tenir également dans le temps. Donc, l'IA responsive également, l'IA responsive, la première des choses, d'ailleurs, déjà, c'est déjà la réaction dynamique aux inputs. Vous voyez, pour ceux qui étaient là depuis le début, vous verrez que sur la présentation de Zahra, elle a, elle a donné des inputs, elle a donné des inputs à l'API qu'elle a, fait au package qu'elle a importé parce qu'elle a fait son exemple avec Flutter et c'est sur le même package, par coïncidence, que nous-mêmes on a fait, que moi j'ai préparé ma présentation, ok. Il y a déjà ces inputs-là qui sont donnés à la requête et que l'API traite et l'IA traite et puis vous renvoie les données. Donc, avec l'IA responsive, c'est que euh, toutes ces inputs-là que vous donnez sont dynamiquement traités. L'IA réagit de façon dynamique à ces inputs-là pour donner et après à faire des changements qui s'imposent rapidement. Donc ça permet, ça donne un certain dynamisme dans tout ce que vous avez à faire à ce niveau. Donc maintenant, pour ce qui est de l'IA adaptive, on dit ici que ça apprend l'IA adaptive apprend les nouvelles données et en s'appuyant sur les conditions de changement. Voilà. Avec l'IA adaptive, quand les conditions dans lesquelles vous faites votre requête à l'IA, quand ces conditions-là changent, cette IA adaptive, quand c'est une IA adaptive, elle est en mesure immédiatement de se mettre au pas et de s'ajuster immédiatement et vous donner le résultat qui va avec. À ça, lorsque vous faites une requête, par exemple, avec l'IA et que vous lui précisez dans votre prompt, vous lui précisez clairement la condition à prendre ou bien l'émotion à considérer. Donc, ça permet déjà de pouvoir vous générer le contenu en fonction de tous ces différents éléments-là. Donc, ça s'ajuste correctement à ce que vous avez. Donc, maintenant, l'IA réactive qui répond directement. Ce que j'ai pas listé là, c'est ce que nous connaissons pour la plupart, et ça vient au slide suivant. C'est bon, lui. C'est notamment l'IA générative, voilà ça qui est là, et l'IA prédictive que j'ai déjà précédemment développé suffisamment. Donc, ces deux IA qui étaient quand même beaucoup avancées, les autres rejoignent de plus en plus et qui sont également à un stade avancé. Mais l'IA que nous connaissons le plus surtout là, c'est la question d'IA générative avec Gemini, avec ChatGPT et tout ce qui va avec. C'est bon. Euh, c'est bon, lui, on passe au suivant. Gemini, ok, on va passer au suivant. Je voulais poser juste la question, mais je pense que voilà.
Donc, quand on prend Gemini, on sait directement que Gemini, lui, il a une IA générative. Il a une IA générative. Pourquoi on dira que c'est une IA générative? Parce que quand même, de façon primaire, hein, le but de Gemini, c'est déjà de pouvoir nous créer du contenu. Donc, vous générez, vous lui donnez votre prompt et en fonction de votre prompt et de vos instructions, il vous aide à pouvoir créer du contenu. Mais bon, on va passer au suivant. OK. Donc, au niveau de Flutter plus Gemini ici, on devait faire je sais pas un live coding, mais plutôt quand même montrer au niveau de la plateforme. Il y a la plateforme déjà, hein, le site officiel de Flutter, flutter.dev. Donc, quand vous mettez slash AI, il y a une bonne documentation dessus. Il y a une bonne documentation dessus où on a les différentes informations et les use cases de l'IA. Donc, ce qui était préparé quand même, hein, c'est que on allait projeter quand même un des modèles là et voir le code, puis expliquer le contexte d'utilisation de ce code-là. C'est ce qui était prévu, mais bon, les, les présentations nous ont fouché un peu. Je pense que chacun peut visiter après et voir. Le code est suffisamment complet. Les paquets que vous puissiez voir et les essayer. Donc, lui, on va passer au suivant. Malheureusement, on pourra pas faire la revue de code. Oui. OK. Donc, au niveau des packages, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on allait voir au niveau du code. C'était l'utilisation du package Google Generative AI, OK, qui est un package officiel de Google qui est au niveau de la plateforme pub.dev, comme nous le connaissons, et pouvoir voir le cas d'utilisation. Donc, il y a des exemples de code qui sont également là, que vous pouvez plutôt build et essayer de voir. Je pense que ça supporte à partir de 3.20, 20 ou bien 22, quelque chose comme ça. Donc, en dehors de ça, il y a cette extension au niveau de VS Code. Donc, dans votre environnement VS Code, vous pouvez ajouter l'extension Gemini Code Assist de Google là, qui vous aide, hein, qui assiste véritablement à pouvoir utiliser Gemini directement dans votre comment dire, éditeur, dans votre éditeur de code, VS Code spécialement que j'ai pris ici. Ça supporte peut-être pour d'autres, mais je l'ai essayé avec plutôt VS Code. Donc, ça vous permet quand même d'intégrer Gemini et directement dans votre éditeur de pouvoir l'utiliser plutôt que d'aller copier-coller, revenir et tout. Donc, vous le verrez vous verrez également sur le lien du site officiel qui est partagé un peu plus haut, notamment je veux parler hein, du SDK du SDK de Dart, du SDK Google AI de Dart qui peut être intégré et que vous pouvez utiliser également hein, au niveau des backends pour pouvoir générer et créer vos API d'abord et puis les appeler sur l'application mobile. Donc, il y a Vertex AI aussi. Il y a Vertex AI dont je voulais également parler, même si ça allait être un peu peut-être avec le studio pour, euh, pour également utiliser les questions les liées à l'IA avec Dart. Et je vous invite également vivement à vérifier au niveau des services de Firebase, peut-être les trucs de MLKit ou autres services d'IA qui sont ajoutés à Firebase parce que ça accorde véritablement un confort avec Flutter et vous avez des résultats assez intéressants. Je vais peut-être, je vais ma session par ça tout en présentant les excuses. La présentation n'a pas été
à mon niveau, donc on pourra pas malheureusement visualiser le code. Mais ce qui a été prévu, c'est quand même, c'est sur le site officiel de Flutter, le lien qui est partagé. Chacun peut y aller. Et s'il y a de préoccupations, ça va être avec plaisir, hein, les comptes médias sociaux. Ça peut être sur, comment on appelle, LinkedIn. Ok, ça peut être sur des messages LinkedIn. Je suis là au nom de Zulkifli Barizi. C'est avec plaisir qu'on va pouvoir répondre à vos préoccupations et tout. Donc, je vais vous faire gagner du temps, Louis. Je vais vous faire gagner du temps. Donc, voilà. Merci beaucoup.